Bonjour, bienvenue dans Lumière Intérieure. Cette semaine, j'ai la joie d'accueillir une romancière que vous connaissez tous à travers sa vingtaine de romans. Moi d'abord, la saga des Cortés avec les yeux jaunes des crocodiles notamment. C'est peut-être la plus américaine de nos écrivains et écrivaines. Vous l'avez reconnue, Catherine Pancol est notre invitée. Bonjour Catherine Pancol. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Merci moi, je suis d'être ravie avec d'être nous. là. Vous aussi? Oui. Bon, ça tombe bien. Je le disais en introduction, peut-être la plus américaine de nos écrivains. Alors c'est vrai qu'il y a Marc Lévy aussi qui habite à Marc, New York. il habite là-bas tout le temps. Vous êtes un peu en concurrence. Vous y avez vécu pendant 10 ans et vous revenez d'ailleurs, il est juste à côté de vous, avec un nouvel ouvrage, pas un roman exceptionnellement, c'est une compilation de posts Instagram, vous allez nous raconter un petit peu comment vous avez construit tout ça, qui s'appelle donc Sous les platanes de Manhattan, aux éditions Albin Michel, et qui nous délecte. C'est vraiment très sympa à parcourir, c'est presque un guide de voyage. Pourquoi Sous les platanes à Manhattan? Il n'y a pas beaucoup de platanes à Manhattan, non, plutôt mais à Paris? C'est pour la rime? Trouver un titre, c'est toujours très, très, très compliqué. Parce que le titre, c'est très important. Il faut que le titre accroche, étonne, intrigue. Ça tonne, enfin il y a une mélodie en tout cas. Voilà, Sous les platanes de Manhattan, voilà. Et puis quand c'est tombé dans ma tête, ils tombent comme des cartes postales dans ma tête, les titres. Donc quand j'ai entendu Sous les platanes de Manhattan, je dis ok, je prends. Ça se passe comme ça, vous entendez les titres j'entends toujours les titres, je les entends. Tous les titres que vous avez choisis, puisque c'est vous qui les choisissez à chaque fois, votre éditeur ne passe pas derrière en disant non, ou alors il passe derrière pour dire j'aime pas, c'est pas bon. Oui, comme et vous le rechangez? Si, moi je suis très ouverte. Donc par exemple, Les yeux jaunes des crocodiles, il me disait change de titre, on va croire que c'est un livre sur les crocodiles, c'est pas du tout vendeur, les crocodiles c'est horrible comme animal. Et moi, je trouve ça formidable, Les yeux jaunes des crocodiles. Et je lui ai dit, écoute, si tu m'en trouves un meilleur, honnêtement, je prends. Et il n'a pas trouvé, donc on a laissé ça. Et d'ailleurs, ça a été l'un de vos grands succès que tout le monde connaît. Alors, Sous les platanes de Manhattan, donc c'est vraiment, ça vous est tombé dessus un peu comme ça. Parce que les platanes, c'est vrai qu'à Manhattan, je repose ma question, on est bien d'accord, il y a plus d'érables ou de... D'ailleurs, vous parlez des livres, des arbres que vous croisez aussi. Oui, puis le titre, c'est comme un concours, c'est comme les Jeux Olympiques du livre, vous voyez. Parce que vous avez fini votre livre, vous avez tout, il est écrit, il est mis en page, on a la photo de couverture, on a écrit la 4e de couverture, qui est aussi un sacré travail. Et tout d'un coup, on dit, le titre. Et donc là, tout le monde se tourne vers l'auteur en disant, alors, ton titre et tout. Et donc, il faut trouver quelque chose de percutant, et qui plaise un peu, et qui parle à tout le monde. Et là, je me rappelle, mon éditrice, parce que ça a été fabriqué, ce livre, vraiment à la dernière minute. C'est une éditrice qui lisait mes posts sur Instagram où je parlais de New York. Mais je parle de New York, de la vie quotidienne, de ce qui m'arrive à New York, des gens que je rencontre, Depuis très longtemps, puisque vous y avez vécu donc une dizaine d'années, puis vous y retournez tous les ans, je crois. J'y retourne tous les ans. 2 fois par an? Vous en revenez d'ailleurs, et là, je reviens. Je reviens. Et donc, ça parle de beaucoup de choses. Donc, il fallait un titre très, très général. Et donc, il devait être 9h30 du matin. Elle me dit, il faut que tu trouves avant midi. Et j'ai dit, mais attends, tu vois, je ne suis quand même pas une boîte, on appuie sur un bouton et ça sort. Et je me suis mis à marcher dans l'appartement. Ça m'aide beaucoup de marcher. Et tout d'un coup, c'est sorti, Sous les platanes de Manhattan. Alors qu'il n'y a pas de platanes, il y a beaucoup d'arbres. Beaucoup d'arbres à Manhattan. Les platanes, on pense plutôt à Paris? Ou dans le Midi. Ou dans le Midi. C'est vrai qu'à Paris, il y en a de moins en moins aussi. De moins en moins, Donc voilà, tout le monde a adoré. Donc très bien. Oui, c'est vrai que ça sonne très bien. Alors racontez-nous un peu cette concoction que vous nous avez faite, donc des posts Instagram que vous avez choisis, revisités, réécrits. Alors Instagram, c'est quelque chose qui est rentré dans ma vie il y a 3 ans, 4 ans. Et au début, je ne voulais pas faire ça. Parce que quand on écrit, on a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et Instagram, je trouve que ça prend beaucoup de temps si on veut bien écrire les choses et si on veut parler de choses intéressantes et autre chose que de soi-même, de son dernier pull et de son dernier email. Vous voyez, donc ça veut dire qu'il faut apporter quelque chose aux gens à chaque fois que vous écrivez un texte. Ce qui n'est pas évident parce que vous pouvez passer des journées où vous êtes légumes. Vous ne pensez à rien, vous êtes prostré. Vous voyez, il y a des journées comme ça où on est un peu vide.
Et donc, j'ai mis énormément de temps à apprivoiser la bête. C'est-à-dire que je me disais, comment je vais faire? Et je ne voulais pas faire un truc d'influenceuse. Je déteste ça. Je ne voulais pas faire un truc à la mode. J'ai passé l'âge. Je ne voulais pas faire un truc girly. Je trouve ça ridicule. Enfin bref. Et puis, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais écrire. Et tu sais raconter des histoires. Donc, au lieu de raconter des histoires sur 700 pages, comme dans mes livres, raconte à chaque fois une petite histoire sur 2200 signes. Parce que le gros problème d'Instagram, c'est que si vous dépassez 2200 signes, pouf, il coupe. 2199, ça passe. 2200, ça passe. 2201, c'est fini, coupe. Et donc, c'était un vrai exercice d'écriture. Une contrainte. Une contrainte, et de toute contrainte naît une création. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on nous dit dans les cours d'écriture et tout ça, mais qui est vrai, quoi. Et que j'ai entendu ici sur ce plateau, Absolument. Venant de nombreux écrivains. Ouais. Vous n'êtes pas la seule. Tous de toute contrainte naît la création. Et une création différente, c'est-à-dire que j'ai appris à raccourcir mon écriture, ce qui n'était pas mauvais, parce que j'avais tendance à m'étaler. Parce que j'adore les mots, moi. Les mots, c'est ma confiture, quoi. Donc j'étais obligée de visser les boulons, et puis d'illustrer cette grande règle aussi qu'on vous apprend quand vous commencez à écrire, c'est ne dites pas montrer. Pas de mots abstraits, ne dites pas j'aime la liberté, on s'en tape, tout le monde aime la liberté, mais montrez comment votre personnage va se battre pour avoir sa liberté, ou va renoncer à un petit truc parce qu'elle veut rester libre. Vous voyez, c'est toujours montrer une situation ou montrer un détail qui illustre une qualité abstraite. Et donc, Instagram, 2200 signes, pas trop de mots et pas d'abstraction. Donc, bien du choisi. concret, bien choisi. Ce qui fait que les gens, ils rentrent tout de suite dedans. Ouais. Et je pense que, c'est drôle parce qu'on en parlait juste avant de passer dans le studio, là. Je pense que c'est ça qui va être le grand défi pour les écrivains aujourd'hui. C'est que les gens sont tellement habitués à lire très très vite sur leur téléphone. L'instantanéité. À zapper très très vite à la télé. À avancer dans une série quand ça commence à être long, on fait et hop, on avance. Qu'il ne faut pas le lâcher, le lecteur. Voyez, mais c'est un exercice, c'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas la radio, il y avait les journaux, mais tout le monde ne lisait pas les journaux. Donc Alexandre Dumas, il pouvait faire des grandes descriptions de batailles. Pareil pour Balzac avec ses armoires normandes, Zola avec ses procès. Vous voyez, c'était... Parce qu'aujourd'hui, on sait tout, on sait beaucoup de choses, même si on ne les sait pas, mais on voit ce que c'est, quoi. Donc, je trouve que ça m'a appris beaucoup de choses en écriture, en tous les cas. Suivant vos pérégrinations aux États-Unis, notamment à New York, ces dernières années, vous n'avez pas tant vu d'évolution que ça. New York reste une... et les États-Unis, ça reste difficile. Ah oui, vous voulez dire des évolutions sociales. Les conditions sociales restent dures. Et encore peut-être plus dures avec l'inflation, etc. Exactement. Et surtout, dès qu'ils s'aperçoivent qu'il faut un peu trop de social, les gens sont taxés de communistes. Par exemple, Kamala, Trump l'appelait communiste. Kamala la communiste. Parce elle essaie d'un peu aider les gens qui sont au bord de la route, quoi. Oui, les propos sont parfois extrêmes. Ah, oui. C'est une vie extrême, de toute façon. Ouais, New York est dans les extrêmes aussi. Les gratte-ciel, enfin, tout est extrême et très, très grand. Mais même les religions sont extrêmes, parce que les religions ont été complètement dévoyées aussi par l'argent, les prêcheurs. Vous voyez, tout a été déformé par l'argent. Tout. La bouffe, la religion, les hommes politiques, l'enseignement... vous voyez, c'est quand même... Moi, à chaque fois que je repars des États-Unis, je déteste l'argent. Alors que j'adore l'argent en France, vous voyez. Je me dis, c'est génial de gagner de l'argent. Là-bas, je me dis, ça sert à quoi l'argent qu'ils gagnent? Vous voyez? Il faut de l'argent pour aller aux États-Unis, quand même. Et à New York en particulier. Alors, ça coûte très, très, très cher. De plus en plus cher. De plus en plus cher. C'est qu'une chambre d'hôtel qu'on payait avant, je ne sais pas, $250, elle vaut $1000 maintenant. Alors, je ne sais pas comment. Il y a quand même. Alors, vous avez pas mal d'amis qui vous moi, hébergent. Pas à l'hôtel.
C'est ce qu'on lit d'ailleurs. Ah ouais. Il y a beaucoup de figures et de personnalités que vous nous décrivez. Ouais. Charlie, Christy, Marianne, Dan, l'ami peintre, Elisabeth, Patricia, enfin j'en passe quelques-uns. Ah ouais, un saxophoniste aussi. Que j'ai rencontré dans la rue. John, en tout cas vous le faites connaître dans ce livre « Sous les platanes de Manhattan » que je vous conseille. Vous savez qu'il y a 2 parties dans cette émission. Dans la deuxième partie, je m'éclipse. Je vous propose 4 mots. À vous de nous les éclairer, Catherine Pancol. À tout de suite pour la suite. D'accord. Catherine Pancol, ça va? Oui, ça va très bien. Depuis tout à l'heure. Ouais. Allez, on va continuer nos déambulations et nos voyages avec ce premier mot, ailleurs. Ailleurs, c'est un très bon mot pour moi, ça. J'ai toujours eu envie d'être ailleurs. Pendant longtemps, et je pense que encore maintenant, je pourrais partir du jour au lendemain ailleurs. J'ai pas du tout la notion de racine. Pas beaucoup la notion de possession. Et j'adore voyager, j'adore bouger, j'adore rencontrer des gens, des situations que je ne connais pas, des mœurs, des coutumes, des chansons. J'aime apprendre, voilà, j'aime apprendre. Et soit on apprend entre 4 murs en lisant, ce que je fais aussi, soit on apprend en parcourant le monde et j'adore ça. À part New York et les États-Unis, vos pays de prédilection, on va revenir vers le Maroc aussi, hein, là où vous êtes né. New York, je suis partie très tôt. J'avais une mère qui était fascinée par les États-Unis et par New York. Et quand j'avais à peu près 16 ans, elle nous a envoyés avec mon frère, j'ai un petit frère, qui a 1 an de moins que moi, donc elle nous a envoyés passer juillet-août aux États-Unis, et comme défi, il fallait vivre avec, je crois qu'on avait $200 chacun, pour les 2 mois, hein, $100 par mois. Et donc il fallait se débrouiller. Et c'est comme ça que j'ai atterri à New York. Et au début, on était complètement écrasés par la ville. Et puis, on a réussi à savoir comment ça marchait, comment se débrouiller. Mais vous dormiez où à New York? Vous aviez des Alors, à l'époque, aussi? il y avait, c'était pas l'armée du salut, c'était YMCA, c'était les trucs pour les jeunes fauchés, quoi. C'était des espèces d'abris avec, il y avait des couchettes dans des chambres, mais ça coûtait rien du tout, ça devait coûter $10 la nuit. Et surtout, ce qu'on s'est dit avec mon petit frère, on s'est dit, on va d'abord voir comment ça se passe, la ville, parce qu'une ville, vous arrivez dans une ville, il faut savoir comment elle marche, vous voyez. Et après, on s'est dit, bon, on va trouver un travail, parce qu'on n'avait pas d'argent du tout, puis il fallait manger, donc et moi, j'ai trouvé un boulot de mannequin pour jambes, c'est-à-dire que je passais mes journées à présenter des collants. Et lui, il nettoyait des grosses bassines dans les restaurants. Et donc comme ça, on est arrivé à gagner de l'argent. Et donc on a pu trouver une chambre d'hôtel qui était un peu mieux. Et puis on a pu sortir un peu, rencontrer des gens. Voilà, on a amélioré notre ordinaire. Et puis finalement, on est parti à Boston parce qu'on s'est dit qu'on allait aller un peu sur la côte Est. Et à Boston, il y avait des restaurants beaucoup plus chics. Alors moi, je suis devenue hôtesse à l'entrée. En plus, j'étais française. Et quand même, c'est encore très chic d'être française aux États-Unis. Et lui, il a commencé par laver les casseroles, et puis après, il est devenu garçon en salle. Et là, il gagnait beaucoup d'argent à cause des pourboires. Donc, le mot ailleurs, j'adore. Je pourrais repartir aujourd'hui, d'ailleurs. Vraiment. Ailleurs ouais. Ailleurs, c'est plutôt les États-Unis, New York. Non, parce qu'au départ, mon ailleurs à moi, c'était l'Argentine. L'Argentine. Et je ne suis jamais allée en Argentine. Je suis allée dans tous les pays autour de l'Argentine, jamais en Argentine. Je ne sais pas pourquoi. Je me suis toujours arrêtée avant l'Argentine. Je suis allée 3 fois en Bolivie, je suis allée 2 fois au Pérou, je suis allée au Brésil, je suis allée au Chili, et jamais en Argentine. Je sais pas, il y a un truc autour de l'Argentine, il ne faut pas que j'y aille.
Donc pas une prochaine destination. Ah bah si, quand même, ça reste quand même sur votre Ah oui, si quelqu'un arrive en disant je t'emmène en to-do Argentine, list. Je suis tout de suite. Ah oui. Je pensais que vous alliez nous parler aussi du Maroc. Bah, Votre terre de naissance, voilà. Casablanca. Ouais. Alors s'il y a un pays où je peux avoir quelques racines, c'est au Maroc. J'ai adoré le Maroc, moi. J'ai tout aimé. Les gens que je trouve absolument adorables, le soleil, les couleurs, les odeurs, les bruits, l'espèce de démarche nonchalante, rien n'est urgent, tout est possible, on verra bien demain, c'est pas grave. Moi, je fais partie d'une génération quand même où on ne s'inquiétait pas trop pour les enfants, donc j'étais dehors tout le temps et je parlais absolument à tout le monde. Et j'ai adoré cet endroit, vraiment, adoré. Et ça a été très dur de rentrer en France. Vous aviez 5 ans à peu 5 ans près quand je suis rentrée en France. Ouais. Au moment de la séparation de vos parents, votre père était ingénieur qui construisait des barrages à Casablanca et votre mère institutrice. C'est ça? Et donc, le départ vers la France, la déchirure, la séparation, l'exil, d'une certaine façon. Ouais. Mais mes parents ne se sont pas séparés tout de suite. Quand on est parti du Maroc, ils étaient encore ensemble. Mais ça allait très, très, très mal. C'était un couple qui s'entendait absolument pas. Absolument pas. Ils étaient l'opposé, l'un de l'autre. Ils avaient chacun leurs qualités, mais qui n'allaient pas avec les qualités de l'autre. Maman était quelqu'un de très, très casanière, rangée, pas de fantaisie, très centrée sur elle. L'argent très, très important. Très snob, en même temps, très snob. Et papa était quelqu'un qui ne réfléchissait pas du tout, qui réagissait à l'instinct, qui ne résistait pas à une jolie femme, qui était le bout en train dans les soirées, vous voyez, et qui n'a jamais joué son rôle de père, en fait, vraiment. Il le reconnaissait d'ailleurs. Et donc, il s'insultait tout le temps. Il s'insultait. Hein. La vie à la maison était... J'aimais pas ça du tout, du tout. Et après, c'était mieux? Alors, quand papa est parti, je devais avoir 8 ans, 9 ans. Et j'étais assez soulagée quand même, parce que d'ailleurs, vous savez, quand ça crie beaucoup et que vous voyez vos parents qui se tapent dessus, que vous vous réfugiez dans un coin de la maison en disant « il faut que ça ne me tombe pas dessus ». Heureusement, on était 2. J'avais mon frère, heureusement, parce que je pense toute seule, je serais devenue zinzin. Quand papa est parti, en fait, ça a été le calme tout d'un coup. Et ça, moi, j'ai apprécié terriblement. Mais j'aimais beaucoup mon père et j'étais triste qu'il soit parti, vous voyez. Donc ça a été... Non, mais mon enfant, je déteste cette période. J'ai tout subi. Puis les enfants, vous ne pouvez pas dire que vous n'êtes pas d'accord. C'est tais-toi, travaille à l'école, lave-toi les dents, sois à l'heure, dis merci. Et donc, j'étais très... je rejetais tout parce que je ne voulais rien accepter. Donc, du coup, j'étais en conflit avec beaucoup, beaucoup de gens. C'est à ce moment-là que vous avez été chez des sœurs oui. de Sainte-Marie de Neuilly. Absolument. Parce que ma mère, donc petite bourgeoise très, très snob, son rêve, c'est comme Madame Bovary, son rêve, c'était d'habiter à Neuilly-sur-Seine. Or, on n'avait pas du tout l'argent, ni la position sociale, on n'avait rien de marché. Mais c'était quelqu'un, alors ça c'est une qualité qu'elle avait, maman, elle était très opiniâtre. Quand elle voulait un truc, elle l'obtenait. Mais vraiment, elle travaillait énormément, elle était endurante, elle a énormément bossé et elle s'est acheté un appartement à Neuilly-sur-Seine. Mais après, il n'y avait plus d'argent pour les études des enfants. Oui, il n'y avait plus... pour les vêtements, pour les livres, pour tout ça. Et il y avait 2 écoles. Il y avait Sainte-Marie de Neuilly à gauche et Sainte-Croix de Neuilly à droite, qui prenaient des enfants dont les familles n'avaient pas d'argent et qui offraient la scolarité, parce que c'était quand même des écoles privées, enfin mi-privées avec statut sous contrat. Et donc, moi, j'ai été acceptée à Sainte-Marie et mon frère a été accepté à Sainte-Croix. Et le fait de rentrer dans une institution où il y avait des règles, mais j'étais réjouie, moi, parce que tout d'un coup, il y avait un sens dans l'ordre qu'on me donnait et le résultat.
voyez. Par exemple, si à la maison on me disait ne crie pas et que j'entendais mes deux parents hurler là, à longueur de temps, je me disais alors ça va pas quoi. Vous voyez, c'est pas. Donc c'est pour ça que j'étais toujours en rébellion. Donc à Sainte-Marie, il y avait un ordre et ça j'ai adoré et ça m'a rassurée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et l'autre chose, c'est que j'avais 2 ans d'avance sur les autres élèves de ma classe parce que au Maroc, maman m'avait appris à lire et à écrire. Donc, je n'ai pas fait du tout de petite maternelle, tout ça, je suis rentrée directement en CP. Et ce qui fait que les problèmes des autres filles ne me touchaient pas du tout, parce que moi, j'avais 2 ans d'avance dans les études, mais de retard vous voyez, sur la vie personnelle, quoi. Je mettais encore des soquettes quand elles mettaient des collants, je n'avais pas de petits copains quand elles en avaient, je n'allais pas dans des booms quand elles y allaient. Vous voyez, je ne lisais pas les mêmes livres. Et donc, il y a eu non seulement l'apartheid social, parce qu'on n'était pas du tout du même niveau que les autres gens de Sainte-Marie, enfin Sainte-Marie au Sainte-Croix, mais en plus, il y a eu ce fait que j'étais un bébé pour les filles, quoi. Donc, je n'ai pas eu d'amis, ça m'a beaucoup marqué aussi. Et donc, j'ai énormément lu. La lecture. Vous êtes restée combien de temps à Sainte-Marie ? Ah ben, je suis rentrée en 10e, je suis sortie en philo. Deuxième mot, mère. Alors, ah oui, mère, la mère. Enfin, la mère, la maman. La maman. Alors là, on a combien de temps, là? Ah ben, j'ai eu une mère tellement compliquée, tellement dure, fille de paysan. Donc, il ne fallait jamais se plaindre. Vous pouviez avoir l'os du genou qui sortait de la jambe, il fallait qu'on continue à marcher et surtout jamais se plaindre. Jamais, jamais se plaindre. Obéir sans demander pourquoi, ni très près de ses sous, mais à un point incroyable. Mais en même temps, elle a développé mon imagination parce que c'était pas l'image de mère que je voyais. Alors, dans les livres, il y a des très mauvaises images de mère, mais elle faisait des trucs que je trouvais incroyables. On allait au restaurant, elle prenait un énorme sac et quand le garçon avait le dos tourné, on allait très peu au restaurant parce que ça coûtait cher. Quand le garçon avait le dos tourné, hop, elle piquait des serviettes, des verres, des couverts. Et donc, on lui disait, mais maman, c'est pas bien de faire ça. Elle disait, mais on n'a pas d'argent, donc on a tous les droits. Donc, ouais, alors, elle avait des côtés assez drôles, comme ça, mais c'était une personne, elle ne savait pas ce que c'était qu'aimer, elle était très centrée sur elle-même, très aigrie, parce qu'elle pensait qu'elle n'avait pas fait le bon mariage. Tout était la faute de mon père. Enfin non, maman, ça a été très, très dur. Et alors, elle a fait une fille qui était le contraire d'elle, et ce qui fait qu'elle m'a très vite détestée. Elle ne m'a pas aimée du tout, du tout. Je l'énervais, je sentais que je l'énervais, quoi. Donc, on s'est séparés assez tôt parce qu'elle est partie vivre aux États-Unis. Moi, j'avais 16 ans et elle m'a laissée à Paris toute seule. Tu te débrouilles. Et elle a emmené mon frère parce que mon frère était beaucoup plus docile que moi. Mon frère ne lui posait pas de problème. Et là, ça a été aussi difficile parce que là, et puis mon père, je ne savais pas où il était. Papa, c'était une sorte de vagabond, quoi. Enfin, de vagabond, il avait un boulot, mais on ne savait jamais où il était. Il changeait de femme tout le temps. Donc, je ne savais pas où était mon père. Ma mère était partie aux États-Unis. J'étais toute seule à Paris, j'avais 16 ans. Ça a été une période très dure. Mais en même temps, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses. Donc, c'est ça. J'en ai énormément voulu à ma mère jeune. Et maintenant, je me dis, mais quelle merveille d'avoir eu une mère comme ça. Parce que j'ai appris tellement de choses toute seule. Et j'ai appris à me débrouiller. Et puis, je me dis, bon, ça, c'est pas important, c'est pas grave. Je fais pas de caprice, par exemple, parce que je sais pas ce que c'est, quoi. Non, et puis surtout pas d'amour, quoi. Pas d'amour. Ça m'a manqué. Mais vraiment, je me rappelle, ça va mieux parce que j'ai fait une psychothérapie. Mais quand je voyais une mère et une fille dans la rue, vous savez, qui marchent bras dessus, bras dessous, et la mère dit des mots d'amour à sa fille, et la fille répond des mots d'amour à sa mère, il fallait que je m'assoie sur un banc. Parce que j'avais plus de jambes. J'étais au bord des sanglots, quoi. Je me disais, mais pourquoi j'ai pas eu ça, moi, vous voyez ? Alors que maintenant, je me dis, écoute, voilà. Enfin, je me suis guérie de maman, mais ça a été difficile, quoi. Elle est partie il y a longtemps ? Non, elle est partie il n'y a pas longtemps du tout. Donc elle est partie il y a 3 ans.
Non, non, elle a duré longtemps. Et même à la fin, elle était... Mais à la fin, ça me faisait rire parce que j'avais fait ce travail sur moi et sur elle. Enfin, j'avais compris quelle était notre relation. Donc à la fin, je me suis occupée d'elle en plus à la fin parce que mon frère n'était pas là. Donc c'est moi qui me suis occupée d'elle. Et elle continuait à être la même, quoi. Elle était toujours revêche et méfiante et on n'allume pas l'électricité parce que ça dépense de l'argent. Enfin. Mais à côté de ça, ma mère était la plus charmante des personnes pour le deuxième cercle. Vous voyez, les amis, les relations. Elle pouvait être charmante. C'est très, très drôle. Elle était complètement opposée. Elle avait le meilleur et le pire, mais avec ses enfants, elle a surtout eu le pire. Vous dites avoir comprise. Est-ce que vous l'avez pardonnée et finalement aimée? Alors, écoutez, c'est pas tellement que j'ai pardonné, j'ai compris d'où elle venait, ce qu'elle cherchait, et j'ai compris que, d'abord parce que je le vivais moi aussi tous les jours, que c'était pas facile de devenir la personne qu'on a envie de devenir. C'est quand même, moi je trouve que c'est vraiment le but dans la vie, c'est d'arriver à dire voilà où est ma place. Ça, c'est la place que j'occupe et qui me ressemble, et c'est là où je vais être bien. Bon. Et maman, elle a cherché cette place tout le temps. Toute sa vie, elle a cherché. Alors, au début, c'est passé par le mariage. Puis le mariage, ça l'a pas du tout satisfaite parce qu'elle était très intelligente en plus. Elle a fait des études qu'elle réussissait très bien. C'était pas assez. Et donc, sans arrêt, elle a essayé de trouver quelque chose pour épuiser cette soif qu'elle avait à l'intérieur. Elle voulait être quelqu'un, maman. Elle voulait être... un jour, elle m'a dit, je veux être journaliste, écrivain célèbre. Voilà. Et elle a été ni journaliste, ni écrivain, ni célèbre. Et, au contraire de vous. Et voilà, elle a une fille qui a fait ça. Et après, voilà, était-elle jalouse? Voilà, j'ai compris qu'elle était jalouse et j'ai compris. Et je me suis dit, je comprends qu'elle soit jalouse. Parce que ça doit être très douloureux d'avoir une fille qui fait exactement ce que vous rêviez de faire. Alors, je n'avais pas besoin de lui pardonner parce que je trouve que je trouve que c'est très présomptueux de dire je pardonne. Mais j'ai compris d'où elle venait, son itinéraire. J'ai compris, je pense qu'on aurait pu, si je n'avais pas été sa fille, on aurait pu être amis. Vous voyez, j'aurais pu lui dire, enfin Madeleine, on aurait pu échanger. Mais je ne pouvais pas l'aimer, c'était trop tard. C'était trop tard. Non, puis il y a eu quand même un épisode qui a été pour moi définitif. C'est-à-dire que là, je me suis dit, non, là, c'est terminé. J'avais 12 ans et je me suis fait violer par le voisin. Et elle m'a emmenée chez le voisin pour faire des excuses après, parce que soi-disant, c'est moi qui l'avais allumée. Alors là, ma vie de petite fille, je ne comprenais plus rien. Alors déjà qu'avant, j'avais du mal à comprendre et j'essayais de comprendre, mais là, je me suis dit, non, mais c'est trop injuste, quoi. Vous voyez ? Et là, je me suis dit que Alors, je ne me suis pas excusée, pas du tout, mais en tous les cas, je me suis dit, tu es toute seule, tu feras ta vie toute seule et ne compte sur personne. Voilà, ça a été... Donc là, il y a eu vraiment un truc qui s'est cassé. Et c'est vrai qu'à la fin, où elle essayait de me dire, je t'aime, je t'aime, je t'aime, et je disais, mais maman... tu vois, si elle m'avait dit excuse-moi, j'ai pas été à la hauteur ce jour-là, parce que le mec il est resté dans l'immeuble, ce qui fait que chaque fois que je le croisais, il me recoinçait, quoi. Et elle m'a jamais protégée, jamais. Et si elle m'avait dit là j'ai pas été à la hauteur, j'ai pas été bien, je suis désolée, je te demande pardon, là j'aurais dit ok d'accord. On est à égalité, quoi, ça va. Mais elle l'a jamais fait, jamais. Elle s'est jamais excusée. Jamais. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Et je me rappelle un jour, on regardait la télévision toutes les deux. C'était à la fin. Hein. Elle avait toute sa tête. Hein. Et on regardait une histoire d'enfants violés à la télé. Et maman dit, en regardant la télé, elle dit « Enfin, c'est incroyable, que font les parents? Enfin, ils ne sont pas responsables de leurs enfants et tout. » Et je la regarde, je dis « J'en connais une qui n'était pas très responsable non plus. » Et alors, elle me regarde comme ça un peu. Elle dit « Ah, tu veux parler de ton histoire ?» Je dis « Oui. » Et elle me dit « Oh, ma petite chérie, j'avais tellement de choses à faire à l'époque, mais tellement de choses. Je ne pourrais pas m'occuper de tout le monde, tu comprends ?» Et je dis « Bah oui, mais tu vois... » Vous voyez, c'était cette espèce de...
L'impression que vous ne valiez rien. Voilà, exactement, c'est exactement ça. Et pour commencer une vie, c'est pas terrible ça. Parce qu'il faut reconstruire toute la confiance en soi, vous voyez. Mais bon, à la fin, je la voyais, je lui apportais ses petits pâtés en croûte, son prosecco, des fleurs, machin, je lui réglais sa télé, machin, mais c'était comme si j'allais voir une autre vieille dame, vous voyez, c'était pas ma mère. Tu vois, ça me fait bizarre quand je vois le mot écrit là. Mais vous, Catherine Pancol, vous êtes mère aussi. Ah oui, mais moi j'ai appris de tout ça. J'ai appris énormément. Ah ben oui, quand vous n'avez pas de mère, vous savez ce qui manque à un enfant, quoi. C'est-à-dire que... Non, j'ai d'amour. Appris. Ben oui. C'est-à-dire que je suis là pour eux tout le temps, quoi. Quoi qu'ils fassent. Et je les défendrai, et je suis attentive, et Ah non, ça m'a appris tout ce que je n'ai pas reçu. C'est comme si je l'avais répertorié et que je l'ai appliqué à mes enfants après. Troisième mot, Catherine Pancol, reconnaissance. Reconnaissance, alors là, c'est-à-dire que les gens envers qui je suis reconnaissante, d'abord moi. Je vous assure. Vous êtes allée en thérapie? Je suis allée en thérapie et je me suis rendu compte que j'étais quand même, pour la petite fille que j'ai été surtout, j'ai énormément de reconnaissance, je vous assure. J'ai beaucoup d'admiration pour la petite fille que j'ai été. Vraiment. Je me dis que c'était pas évident, c'était pas évident, et je m'en suis sortie, et en plus j'étais exposée à tous les dangers. Vous pensez, à 16 ans, une gamine à Paris toute seule, les dangers, ils arrivaient absolument de partout. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance et d'admiration pour la petite fille. D'ailleurs, très souvent, je parle à la petite fille, je lui dis, tu as vu, quand même, tu vois, on a fait du chemin ensemble, on est vraiment... Et donc il y a elle, il y a Juliette Boiriveau, qui était une rédactrice en chef que j'ai connue à Paris Match et que j'ai suivie à Cosmopolitan, c'est elle qui a fait Cosmopolitan, et qui m'a vraiment appris à écrire. C'est-à-dire que moi, j'étais à la fac et j'écrivais, je faisais une licence de lettres avec latin-français. Et j'écrivais très, comme Cicéron, quoi, principal, subordonné, conjonctive, néanmoins, cependant, conclusion. Enfin, j'avais un discours très classique et une écriture très prévisible. Et quand je suis arrivée à Cosmo, je devais avoir 22 ans, et Juliette Boiriveau m'a dit, mais pourquoi vous écrivez comme ça? Et je lui ai dit, mais c'est comme ça que j'écris à la fac, quoi. Elle m'a dit, mais vous n'êtes pas comme ça, écrivez comme vous êtes. Et là, c'est la phrase magique, parce que d'abord, à 22 ans, on ne peut pas savoir qui on est, mais il faut faire le travail de commencer à savoir qui on est. Voilà. Et donc, pendant un an, elle m'a appris à écrire, c'est-à-dire pas de mots abstraits, des mots concrets pour enraciner une situation, un personnage, une idée. Ne pas dire, mais montrer, c'est-à-dire ne pas dire elle est triste, montrer comme elle est triste. Ne pas mettre d'adverbe, c'est de la paresse. Enfin, toutes ces petites choses qui font qui sont les mêmes choses que recommandent Simenon, Flaubert, Maupassant. Si vous lisez Maupassant, c'est un modèle d'écriture moderne. Et donc c'est la première femme qui s'est intéressée à moi. Déjà, j'étais contente d'avoir quelqu'un qui s'intéresse. C'est ça aussi, quand vous n'avez pas eu de reconnaissance enfant. Quand les gens font attention à vous, vous êtes très très content. Tout d'un coup, il y a une espèce de dilatation de bonheur, comme ça. Et qui est même allé encore plus loin grâce à tous vos succès, cette reconnaissance du public. Oui, ça. Et puis, il y a eu donc Juliette, il y a eu Romain Gary, que j'ai rencontré dans la rue parce que j'avais un chien qui était très 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 laid et que lui trouvait très 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 beau. Et on est allé prendre un café, et c'est devenu comme une... Alors moi, je n'avais pas une mère, je trouvais Juliette, je n'avais pas eu de père, je trouvais Romain. Donc j'étais très heureuse avec les deux, là, comme ça.
Et ça, c'est les deux personnes qui m'ont vraiment, vraiment marquée dans la vie, qui m'ont jamais déçue, jamais, jamais. Juliette, elle est morte après maman, donc elle a dû mourir il y a 2 ans. On est resté en contact jusqu'à la fin, quand elle venait, parce qu'elle est partie vivre au Cambodge. Quand elle venait en France, on se voyait. Chaque fois, je lui baisais les pieds en disant merci, merci, merci. Et Romain, il m'a apporté plein de choses, quoi. C'était un être incroyable, plus grand que la réalité, quoi. Et c'est que d'avoir l'affection de ces deux personnes. Vous voyez, c'est moi que personne n'avait jamais regardé. J'étais jamais à ma place, en fait. Pas à l'école à ma place, pas dans mon immeuble, pas à ma place, dans ma famille, pas à ma place. Et là, quand j'ai commencé à vivre à mon compte, j'ai rencontré ces deux personnes qui me faisaient une place, en tous les cas. Et je pense que c'est ça qu'il faut apprendre quand on a des enfants. C'est ça qu'il faut leur dire. Qu'est-ce que tu veux faire? Où est ta place? Et vas-y, essaye. Ne te bats pas pour quelque chose que tu n'as pas envie de faire. Tu vas être obligé de passer ta vie à faire ça et tu vas être déprimé. Et qu'est-ce que tu as dans la tête? Et quel est ton rêve? Parce que moi, je ne savais pas quoi faire à 22 ans. On m'aurait dit tu es dactylo, j'aurais été dactylo. Et là, Juliette, le fait qu'elle me dise je vais vous apprendre à écrire, elle m'a quand même fait un très très beau cadeau. Et vous avez trouvé votre place. Oui. Parmi les livres. Oui. Aussi, on va parler d'un autre livre. Votre place aussi parmi les livres et le voyage. Je pense à votre mère de nouveau. Vous le disiez, Manhattan, New York, les États-Unis, votre mère. Enfin. Un petit peu. Oui, enfin. C'est maman qui nous a emmenés la première fois. Enfin, nous a envoyés avec 200 balles. C'était pas non plus le Pérou. Mais surtout. Et vous y retournez? On y est retourné parce qu'à l'époque, on n'allait pas aller. Si, il y avait ceux qui partaient à Katmandou, vous voyez, ceux qui, il y avait tous les, comme les Beatles, ils sont partis vous voyez, qui allaient faire des retraites, de la méditation, fumer des gros pétards et tout. Et puis il y avait ceux qui allaient aux États-Unis. C'était assez. Et moi, j'étais plutôt pour aller aux États-Unis. Parce que ça a beaucoup changé, les États-Unis, mais à l'époque, c'était incroyable. On pouvait traverser les États-Unis en voiture. Moi, je l'ai fait avec une copine, il ne nous est jamais rien arrivé, alors qu'on dormait n'importe où. C'est sûr. On s'invitait chez les gens, il y avait quand même une sécurité qu'il n'y a plus du tout aujourd'hui. Hein. Alors, on parlait des livres. Voici le 4e et dernier mot, un livre. Bible. La Bible, ça a été mon entrée dans la littérature. Parce que j'arrive à Sainte-Marie-de-Neuilly. Donc j'ai 5 ans. Je sais. Alors je lis pas couramment à toute allure, mais je lis. Et j'ai très peu d'éducation chrétienne, vu que mes parents étaient de famille catholique, comme beaucoup de Français. Mais ce n'était pas leur préoccupation première Ils ne nous parlaient jamais de Dieu. Enfin, de temps en temps, il fallait aller à la messe le dimanche. Mais c'était plutôt, il fallait aller à la messe le dimanche parce que dans l'immeuble, les gens allaient à la messe le dimanche. Vous voyez, c'était un peu comme ça, nous. Et donc, je n'avais pas d'éducation chrétienne. Et j'arrive à Sainte-Marie-de-Neuilly. Donc, je suis en CP. Et commencent les cours... comment ils appelaient ça? Les cours de catéchisme. Et là, on nous lit la Bible. Mais la Bible, c'est le plus beau feuilleton du monde. C'est hallucinant, la Bible. Vous pouvez tout faire dans la Bible. On voit des gens qui ouvrent la mer en 2, qui marchent sur des charbons ardents, qui multiplient les pains. Et dans toutes ces aventures-là, le message, c'est Dieu et l'amour. Et moi, petite fille... qu'on m'explique que la vie pouvait être régie par l'amour et quelqu'un de très très bon qui veillait sur moi et qui m'aimait et qui s'appelle Dieu. Mais moi j'ai adhéré tout de suite. Hein. La Bible, ça a été vraiment mon entrée. Alors j'avais eu d'autres livres avant que j'avais... parce que quand on est rentré du Maroc, on n'avait pas d'appartement, donc on squattait un peu les gens. Et c'est comme ça que j'ai tiré un jour dans une bibliothèque sur un livre qui s'appelait Sans famille, Hector Malot. Sans famille. Alors là, Hector Malot, ça avait déjà été un éblouissement parce que c'était une histoire pour enfants. Là.
Mais la Bible, ça a été les personnages de la Bible. Abraham, qui a 98 ans, fait un enfant, Dieu qui lui demande d'aller sacrifier son enfant sur une pierre à coups de couteau. Alors, moi, je trouvais ça... Et à chaque fois, ça finissait bien, et Dieu était bon. Et c'est un peu ça qui m'a aussi donné mon optimisme. Je me disais, finalement, Abraham, il n'a pas perdu son fils. Son fils est resté vivant. Il l'a pas découpé en morceaux. Donc, il y a toujours, même l'histoire de Job qui m'énervait terriblement, à la fin, il est très, très heureux, Job. Donc, je me disais, il y a de l'espoir tout le temps. Il y a de l'espoir et il y a de l'amour. Ce qui est un peu ma philosophie de la vie. Il y a de l'espoir et il y a de l'amour. Donc, merci aux saintes sœurs de Sainte-Marie de Neuilly, qui en tous les cas m'ont donné un cadre de vie, et qui m'ont laissé la place à l'imaginaire pour galoper, parce qu'elles étaient très intelligentes, ces sœurs, finalement. Elles bridaient pas, enfin il paraît qu'elles ont bridé beaucoup de personnalités. Moi, elles n'ont pas du tout bridé ma personnalité, parce que je prenais ce qui m'intéressait en elles, en fait. Mais la Bible, en tous les cas, je trouve ça incroyable. La Bible, est-ce que vous la relisez aujourd'hui? Alors moi, ce que je relis de temps en temps, parce que la Bible, il faut quand même passer beaucoup de temps, ce que je relis de temps en temps, c'est les évangiles. Parce qu'il y a quand même des histoires aussi. Il y a Lequel? Alors j'adore la parabole du fils prodigue. J'adore la parabole du talent que le propriétaire distribue à ses ouvriers avant de partir. Puis il revient et il voit ce que chaque ouvrier a fait de son talent. Vous voyez ? Non, j'adore tout. Et puis, dans le Nouveau Testament, il y a aussi laissez venir à moi les petits-enfants, demandez, vous recevrez. Moi, c'est des choses que je trouve très encourageantes pour la vie de tous les jours. Ce que vous ferez à votre prochain, vous le ferez à moi-même. Vous voyez, c'était... la Bible, cela dit, j'ai plusieurs exemplaires de Bible chez moi, par exemple. Donc, mais c'est vrai que je relis moins qu'avant. Mais j'ai eu une période où je lisais beaucoup, mais comme j'aurais pu lire... oui, alors j'adorais aussi lire je lisais aussi beaucoup les contes et légendes, vous savez, de l'Orient, de la Chine... tous ces personnages qui sont incroyables, qui ont autre chose que l'appât du gain, gagner de l'argent. Je crois que petite fille, j'ai beaucoup souffert de ce truc de maman qui était quand même très pince, on va dire. Et j'avais toujours envie d'agrandir les cloisons, quoi. Et donc... Et je trouvais que la religion, c'était très gai, par exemple. Alors, l'autre truc aussi, il faut que je sois honnête, c'est que comme j'avais 2 ans d'avance par rapport à mes autres copines élèves, j'étais dispensée de beaucoup de choses. Par exemple, à Sainte-Marie, il y avait quand même... il fallait se confesser, genre 2 fois par semaine. Moi, je ne faisais pas de péché, vu que j'étais toute petite. Donc voilà, j'assistais pas aux retraites. Alors, je m'étais fait une copine qui avait aussi 2 ans d'avance. Donc, nous, on allait canoter sur le bois de Boulogne pendant que les autres étaient en retraite. Qu'est-ce qu'il y avait ? Oui, il y avait la messe 3 fois par semaine. J'étais un peu dispensée. Donc, c'était quelque chose d'assez léger et très inspirant pour moi. Ça ne m'a pas torturée, la religion. Ça ne m'a pas culpabilisée. Ça m'a pas... je trouvais ça joyeux, vous voyez ? Joyeux. Oui. Au-delà du livre, de la Bible, et, du dogme et de l'Église, quel est votre rapport aujourd'hui à la foi ? Alors moi, je crois toujours en Dieu. Ça m'est resté de mon... je me suis fabriquée comme ça. Je crois toujours en Dieu. Je crois toujours faire du bien à son prochain, regarder l'autre. Je trouve ça très important. Alors, j'ai beaucoup de mal, je vous avoue, avec l'Église, ça, j'ai beaucoup de mal, là. Je veux dire, même l'histoire du pape, là, je ne comprends pas très bien comment le pape peut être fils de Dieu. Ça ne marche pas, ça, quoi. Voilà. Je n'ai pas beaucoup rencontré de prêtres qui m'inspirent. Si j'en ai rencontré un à Bordeaux, le père Francis, qui est un homme absolument incroyable. Mais, vous voyez, qui dépasse un peu
la robe, l'emploi, les mots. Le pape n'est pas fils de Dieu, il est représentant de Dieu. Représentant de Dieu sur terre. Oui, vous avez raison. Ouais. Non. Le fils de Dieu, c'est Jésus-Christ. Oui, non, c'est parce que quand j'étais là à New York la dernière fois, là, il n'y a pas longtemps, au mois d'octobre, que j'ai suivi la campagne de Trump en Pennsylvanie. En Pennsylvanie, ils pensent que Trump est le fils de Jésus. Voilà, donc je me suis un peu pris les pinceaux dans les deux. Non, je suis pas, voilà, mes enfants ne sont pas baptisés, je ne vais pas à l'église, tout ça. Là, j'ai du mal. Mais je crois en l'enseignement de l'église. Voilà. Je crois que Dieu est amour. Je crois que si vous demandez, vous recevez. Je crois que faire le bien, donner, ne pas être branché sur son nombril tout le temps. C'est ce que j'essaie de mettre en œuvre. Voilà. Alors, je réussis plus ou moins bien, hein, parce que je ne suis pas non plus... ouais, j'essaie d'être quelqu'un de bien, voilà. Comme dans la chanson. Quelle chanson? Quelqu'un de bien. Ah oui, oui, non, c'est vrai. Est-ce que vos enfants ont reçu une éducation catholique, chrétienne? Non. 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 Ben non, parce que faut donner l'exemple quand même, voyez-vous. Mais je leur ai parlé de Dieu et à un moment, je sais que ma fille, elle voulait se faire baptiser, mais vous savez que ça prend très très longtemps pour être baptisée. Pour devenir musulmane, vous cliquez sur un truc. Et je sais qu'elle a voulu se faire baptiser. C'est 3 ans avec le catéchisme une fois ou 2 par semaine. Et à l'époque, elle faisait des études. Enfin, vous voyez, c'est très compliqué. Hein. Je trouve ça dommage d'ailleurs, parce que j'ai une autre amie de ma fille aussi qui voulait y aller. Et pareil, elles se sont découragées. Mais je leur parlais de Dieu. Je leur racontais ce que j'avais appris. Vous voyez, je leur ai raconté. Et puisque je pensais qu'il fallait mettre en pratique. Non, ils n'ont pas grandi dans les préceptes, la messe, non, pas du tout, du tout. Mais j'aurais eu du mal à le faire parce que ouais, j'aurais eu du mal, je crois. Mais l'amour donné, s'occuper des gens. Par exemple, mes enfants, ils s'occupent de tout le monde. Hein. Ma fille, elle recueille des gens qui n'ont pas de toit, elle les ramène chez elle. Vous voyez, pour moi, c'est ça, quoi. Voilà, c'est la charité chrétienne qu'on vous apprend aussi. Vous voyez, la générosité, la charité, l'attention, aider les gens. Par exemple, moi, je m'occupe beaucoup de jeunes qui démarrent dans la vie, parce que je trouve ça très très compliqué de démarrer dans la vie. Donc, si je peux les aider, je le fais. Vous voyez, c'est ça. J'illustre plus que je ne pratique la théorie, on va dire. Je vais revenir auprès de vous pour la conclusion. Catherine Pancol, merci beaucoup pour ce partage. À tout de suite. Oui, Catherine Pancol, je suis en face de vous de nouveau. Alors, comment avez-vous vécu cette expérience? Très bien. Oui. Très bien. Entre le confessionnal et le cabinet de psy. Oui, ouais. Vous connaissez plus le psy finalement. Oui, j'ai fait une longue psychothérapie. Ouais. On a parlé de beaucoup de choses. Est-ce qu'il y a un mot qui vous a particulièrement plu ou touché dans les mots Bible, reconnaissance, mère, ailleurs? C'est sûr que celui qui fait le plus mal, c'est maman. Hein. Le reste, voyez, j'ai du mal à dire ma mère. Je dis toujours maman. Vous dites maman. C'est un mot doux? Oui, pourtant, parce vous avez des propos durs. Oui, c'est ça. Vous voyez, c'est là où il y a aussi... C'est toujours compliqué, hein, les rapports parents-enfants. C'est toujours compliqué, mais je crois que j'avais tellement envie d'avoir une maman que je me suis cramponnée au mot. Quoi. Parce que je n'avais pas la maman, j'ai gardé le mot. Quoi. Maman parlait d'amour, on a aussi parlé de l'amour de Dieu, enfin c'est aussi le message du Christ. Est-ce que vous avez une espérance chrétienne? Ça veut dire quoi? Parce qu'on a parlé de beaucoup de choses en rapport avec la Bible, avec la foi. On a parlé du décès de votre mère. Est-ce que moi, alors là, pour le coup, je suis charbonnier et charbonnière. Hein. Je pense qu'il y a une vie après la mort. Ouais. Alors là,
je parle très souvent à Donc mon une espérance père. aussi. Voilà, ah oui, moi absolument. Ah oui, alors je ne sais pas très bien comment ça s'organise. Hein. Tout ça, c'est très très flou. Mais par exemple, moi je parle souvent à mon père, je parle à Romain. Gary. Mais pas trop à votre maman. Alors maman, bizarrement... Peut-être de plus en plus. Bizarrement, parce que je ne l'en voulais plus à la fin. Quoi. C'est vrai que à la fin, j'étais amusée quand elle... je m'amusais. Mais bon, maintenant, alors, je ne lui parle pas pour dire aide-moi à faire des trucs et tout, mais de temps en temps, je me marre avec elle. Quoi. Je dis, ah oui, tu vois... Elle se serait peut-être marrée, elle se marre peut-être en lisant votre... pélégrination à travers Manhattan et New York. C'est elle qui vous y a conduit quand même au début. Oui, alors... J'essaye de reboucler la boucle. Alors, normalement, c'est très difficile de reboucler parce que, en fait, comme je savais que ça ne marchait pas entre elle et moi, et que je l'avais plus ou moins accepté et assez vite, on s'est vu vraiment par des intermittences. C'est-à-dire que je pouvais être à New York et elle aussi, on ne se voyait pas. Et puis ensuite, vous croisiez. Voilà. Et comme elle revenait à Paris, que je revenais à Paris, on se voyait par intermittence. Mais ça jamais... Un océan vous séparait. Oui, qu'on soit sur le même continent ou pas. Quoi. Non, c'est pas quelqu'un qui a... c'est très bizarre. D'ailleurs. Moi, j'ai des parents qui n'ont pas fait partie de ma vie. C'est bizarre. Hein. Quand je pense aux gens qui ont marqué ma vie ou qui m'ont apporté des choses, je pense à tout le monde sauf à mes parents. Bon. Donc c'est pour ça que maman, elle est allée aux États-Unis, parce que je vous dis à l'époque, soit on allait en Inde fumer des pétards, soit on allait aux États-Unis. Moi, allez, on va finir sur les États-Unis. Ils sont juste à côté de vous, vous téléspectateurs, Catherine Pancol, sous les platanes de Manhattan, à lire, à picorer chez Albin Michel. Voilà, merci beaucoup de votre présence. Merci de m'avoir reçu. Pancol, merci à vous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, vous pouvez retrouver l'émission sur ktotv.com. Très belle soirée.